Yorana, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de cette édition. Les carbasses affectent la santé de ceux qui en sont victimes. Aujourd'hui, des habitants de la presqu'île n'en peuvent plus des nuisances sonores du samedi soir. Une pétition circule pour interdire l'accès au plateau de Taravao. Avec près de 700 000 entrées attendues, les territoires ultramarins devraient bénéficier d'une belle vitrine au Salon de l'Agriculture dans la capitale française. Vous allez le voir dans ce reportage, les richesses de la Polynésie invitent au voyage. Le favori tient une fois de plus son statut. Benjamin Zornioti remporte l'Aquathlon Punatri 2020 à Punaouia. Pour ce triathlète professionnel, cette course n'était qu'un simple entraînement. Pour ces handballeurs novices, par contre, les préparations en période de vacances scolaires ne suffisent pas. Ils ont 9 mois avant l'IHF Trophy. Les détails avec Maruki Diori dans quelques instants. Et enfin, notre rubrique au Fénois d'avant du dimanche, un reportage sur la construction de la mairie de Punaouia en projet depuis 1987. Les travaux ne débuteront qu'en 1989. Depuis plusieurs mois, les habitants du lotissement Punui se plaignent des basses fréquences provenant de Karodio réunies la nuit au belvédère de Taravao, un lieu pourtant isolé et fréquenté depuis longtemps par les amateurs de son de la presqu'île. Les jeunes du secteur ont monté une association pour tenter de se prendre en main, mais trop tard, une pétition circule déjà à l'initiative des victimes du bruit. Stéphane Ratinou, Jacques Damour. Des lumières dans la nuit, 9 km au-dessus de Taravao, en surplomb du belvédère. Une dizaine de voitures, des jeunes gens de la presqu'île, amoureux de Karodio. Ici, c'est leur rendez-vous traditionnel depuis des années, mais depuis quelques semaines, à moins de 2 km à vol d'oiseau, les décibels s'envolent. Les basses fréquences s'invitent parfois le week-end. Ces voisins de la Punui s'en inquiètent. Leur havre de paix serait sur le point de perdre sa légendaire tranquillité. Je ne sais pas comment dire, ça fait vraiment une espèce de... comme ça. Donc ça vibre en fait. Mais c'est pas constant, ça part d'un coup. Et après, il y a des moments, je sais pas, ça dépend peut-être des voitures qui sont en train d'émettre du son. Il y en a qui doivent être plus bodybuildés entre guillemets que d'autres. Et du coup, par moment, c'est vraiment très très puissant. Par moment, un peu moins. Par moment, on entend des aigus où on entend carrément les chansons. Donc là, il faut fermer les fenêtres, les volets, il faut tout fermer parce que sinon on entend carrément les chansons aussi. Là-haut, c'est plutôt à la bonne franquette, à toi des passionnés. Ils se connaissent depuis l'enfance. Mais la fermeture de la Punaru a changé la donne. Une fréquentation à la hausse et surtout des voitures à la puissance décuplée. Leur autorégulation s'en est trouvée modifiée. On n'avait jamais eu de soucis jusqu'à il y a peu de temps, là, quand il y a eu la fermeture du site à Punaru. Donc il y a d'autres voitures qui ont commencé à venir, donc du monde. Donc déjà, il y avait beaucoup plus de gens que d'habitude. Et puis des grosses installations. Donc là, on a commencé à avoir des plaintes. Et donc les gendarmes ont commencé à monter. En mai l'année dernière, il y a eu, c'était sporadique, il y a eu des rassemblements, mais c'était pas très, très violent. Noël, c'était un jour de fête, donc effectivement, j'ai été assez tolérant. Ça a remis ça au Nouvel An. Et puis ça s'amplifie maintenant tous les week-ends avec la fermeture de la zone industrielle de la Punaru. Les voitures sont tournées à l'opposé du lotissement. Sur le site, les passionnés cherchent des solutions. Ils viennent de créer une association. Ils ont réfléchi ensemble à une démarche civique, à repenser l'organisation, pour que leur passion perdure avec une tranquillité partagée dans ce lieu pourtant éloigné, mais dont le vent trahit d'envoler leur son. Ils s'adressent au pouvoir public. En fait, on voudrait avoir la légitimité sur le site, pouvoir filtrer les entrées et puis pour pouvoir limiter en fait les nuisances sonores. Donc filtrer les installations, éviter les grosses installations pour éviter justement les plaintes. C'est bien beau de faire rentrer du matériel, mais à partir du moment où il y a du matériel comme ça qui rentre, il faut s'occuper de ce que ça devient. Donc les pouvoirs politiques, il faut qu'ils se bougent. À la presqu'île, il n'y a pas pour l'instant de monde qui se font face, mais des citoyens en recherche de réponses. Des rendez-vous avec les autorités pourraient avoir lieu cette semaine. Pour rappel, cette infraction est passible d'une amende de 8 100 à 53 700 francs si un procès verbal est dressé.
Cela ne vous a certainement pas échappé. La saison des ramboutans bat son plein depuis le mois de janvier. Importé en Polynésie par l'Américain Harrison Smith, selon certains ouvrages, un seul arbre peut produire environ 200 kilos de fruits par an. Alors quand il y en a en profusion, certaines familles trouvent dans la vente du litchi chevelu un complément de revenus. Exemple sur la côte ouest avec ce reportage d'Ismaël Tahiata et Jacques Damour. Le geste est chirurgical. Louise attache les ramboutans plus vite que n'importe qui. Sur chaque glane, il y a près d'une cinquantaine de fruits. Depuis 10 ans, elle et son compagnon vendent le ramboutan en bord de route. Combien de paquets tu as préparé pour aujourd'hui 100. 100 paquets comme ça Ce matin, oui, 100 à 500 et 100 à 300 francs. Ce matin, on a vendu. Malheureusement, la vente des ramboutans ne suffit pas pour vivre décemment. Marius et sa femme sont donc obligés de vendre des fruits et légumes en plus. Ils occupent pour l'instant ce parking, mais ils ne souhaitent pas rester là plus longtemps. On a plein de problèmes ici. Je profite de ces élections municipales pour demander au maire si on peut occuper légalement cet endroit. Mais il m'a dit que ce n'est pas possible, donc j'aimerais bien qu'on me donne un stand au marché de la commune pour vendre mes fruits et légumes. À quelques mètres de là, le stand de Roméo. Cet agriculteur de Papara a pendant longtemps fourni les commerces du quartier en fruits et légumes. Mais depuis 2 ans, il a préféré les vendre lui-même. Les ramboutans, surtout en cette période, c'est ce qui se vend le mieux. Oui, ça se vend bien ici. Les gens aiment bien son goût. C'est très sucré. Oui, ça marche super bien. Quand il n'y en a plus ailleurs, vous êtes sûr de trouver des ramboutans à Papeari. Cette année, la saison n'a pas porté ses fruits. Et pour compenser ce manque à gagner, Emilia vend ses pâtisseries. Je fais des tartelettes, gâteaux, crème mocha, gâteau au chocolat. Alors mes pâtisseries sont à la goyave, banane, coco. Sinon, des fois au potiron, ananas. Il y a 10 ans, les étals de fruits envahissaient les bas-côtés de Papeari. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une douzaine à peine. Et la saison des ramboutans s'étend jusqu'au mois d'avril, normalement. L'agriculture, une passion, des ambitions, tel est le thème du 57e Salon international de l'agriculture qui s'est ouvert hier à Paris. Plus de 1000 exposants profitent de cette vitrine pour vendre leurs produits. Parmi eux, une quarantaine de Polynésiens, du Moneuil à la vanille en passant par le rhum de Papara. Les goûts et les senteurs marquées du saut haïtien attirent toujours autant les visiteurs. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer la Première. Un imposant stand au cœur du pavillon dédié aux produits et saveurs de France d'outre-mer. Innover pour résister à la concurrence internationale, c'est le choix opéré par les 600 producteurs antillais de la banane. Comme eux, David et son fils Youk, venus de Tahiti, misent sur la qualité pour écouler dans l'Hexagone leur rhum, un produit aux multiples arômes très apprécié par les visiteurs. Parce que l'ananas, moi je trouve, voilà, tu sens vraiment plus le rhum, rien que comme ça, par rapport à passion. Par rapport à passion, à la limite, tu te ferais peut-être plus savoir en fait. C'est un rhum comme tous les rhums, mais on a notre terroir, on a nos arômes et la particularité des îles du Pacifique. Le Salon international de l'agriculture n'est pas seulement le plus grand marché de France des produits du terroir, c'est aussi l'occasion d'exposer les richesses culturelles des territoires et départements d'outre-mer. David et son fils proposent aux visiteurs un spectacle de danse tahitienne, mais aussi le fameux haka. Et Séverine, venue de Bayonne, s'y essaye. Oui, ça va un peu mal aux cuisses. J'avoue que de se mettre dans la peau d'un Maori, un peu version Tahiti, vraiment ça fait plaisir. 700 000 visiteurs sont attendus cette année sur la plus grande ferme de France pour découvrir et déguster les produits des territoires de l'Hexagone et des Outre-mer. Lors de l'édition précédente, ils étaient un peu moins de 630 000. Le salon ferme ses portes dimanche 1er mars. On poursuit avec l'actualité sportive de ce dimanche avec Marouki Duri.
Bonsoir Marouki. Bonsoir Ayata. Plusieurs actualités sportives sont au programme, mais on commence par de l'aquathlon. Oui, ce matin, pour la plupart des participants, c'était une reprise de la saison en douceur, car la majorité d'entre eux font du triathlon, comme Benjamin Zorniotti, le vainqueur d'aujourd'hui. Et vous allez le voir, dans ce sujet, pour gagner, il faut s'entraîner, peu importe son âge. Certains commencent très jeunes, et c'est Thierry Stamfler et Patita Savea qui ont pu s'en rendre compte. Reportage. 1 kilomètre dans l'eau pour se réveiller, suivi de 5 km de course à l'intérieur du parc. Pas de vélo. Un menu allégé donc pour la reprise de la saison. Au programme pour les ados, 2 km de course à pied et 500 mètres de natation. En l'absence de la partie cycliste, on parle d'aquathlon. Mais il s'agit bien de la même fédération. C'est différent, tu as 3 disciplines. Tu as l'aquathlon, ce qu'on fait, en fait, c'est course à pied, la natation et course à pied. Après, tu as le duathlon, c'est vélo et course à pied. Et tu as le triathlon, en fait, c'est natation, vélo et course à pied, c'est différent. Et là, on a voulu faire un aquathlon pour changer un peu, quoi. Ce qui ne change pas en revanche, c'est la hiérarchie. Benjamin Zorniotti est triathlète professionnel. Il ne coupe que 2 à 3 semaines par an maximum. Pour lui, on ne peut pas parler donc de reprise, mais d'un léger entraînement. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours de se lever et puis aller plonger dans l'eau à 5h30 par exemple. Mais ça fait partie du jeu et puis on n'a pas le niveau que j'ai aujourd'hui si on ne s'entraîne pas un minimum quand même. C'est clairement une course d'entraînement parce que dans 2 jours là, je pars en Australie pour ma première compétition internationale. Donc c'était l'occasion de répéter un peu les gammes. Chez les jeunes, Hugues a survolé l'épreuve. 24 minutes pour boucler 2 km de course et 500 mètres de natation. À 11 ans, c'est pas mal, mais on n'a rien sans rien. T'es content de ta course? Ouais, très content. Tu travailles beaucoup pour ça? Tu t'entraînes énormément? Ouais. Je m'entraîne quasiment tous les jours de la semaine. Comme Obélix dans la marmite de potions magiques, on peut tomber tout petit dans le triathlon. Vaïne Moea, 11 ans également. J'aime bien le triathlon, je fais ça depuis que je suis toute petite. Et dans ta famille, il y a des gens qui faisaient ça? Oui. Mon père, ma mère et mon petit frère. Donc cette famille, alors t'es pratiquement obligé d'en faire aussi? Oui. Ambiance familiale donc pour cette épreuve initiale qui ne comptait pas pour le championnat. Les organisateurs réfléchissent d'ailleurs à un vrai triathlon qui se déroulerait entièrement dans le parc, ce qui éviterait de déployer un dispositif de sécurité à l'extérieur. Aujourd'hui, il y avait aussi du beach tennis sur le sable noir et chaud par ce beau temps de la Pointe Vénus à Marina. Une compétition en simple et en double qui a réuni une quarantaine de compétiteurs qui étaient obligés de jouer en chaussettes, comme vous pouvez le voir. Comme pour le beach soccer, le beach tennis a ses propres règles. Et c'est Yankel Claveri, le président du club de beach tennis Tahiti, qui nous détaille cela au micro de Tawar Ili. Le beach tennis, ça se joue à 1 contre 1 ou 2 contre 2. Ça se joue en jeu, donc c'est le premier arrivé à 6 jeux ou 2 sets de 6 jeux. Contrairement au tennis, il n'y a pas de rebond au sol. On joue directement à la volée toutes les balles. Et dans un tout autre registre, hier, dans les jardins de Paufey, il y avait une manifestation sportive, pas comme les autres, Marouki. C'était le Tahiti Tricking Day, une journée pour la promotion de ce sport qu'est le tricking. Beaucoup ne connaissent pas, mais il s'agit d'un sport qui mêle différentes acrobaties, inspirées du taekwondo, de la gymnastique, de la capoeira et même, plus surprenant, du breakdance. Certains ont pu être initiés, d'autres sont déjà confirmés. On écoute le co-organisateur Ervan Kovic, interrogé par Jacques Damour. Le fait d'avoir la tête à l'envers, de se retrouver dans des postures dans les airs, on n'aurait pas imaginé pouvoir le faire. On a cette appréhension, cette peur en nous, mais en la dépassant, et on arrive à rentrer les figures et on se sent comme libéré, quoi. C'est fun, comme les jeunes disent. Encore faut-il avoir un minimum de conditions physiques pour effectuer ces acrobaties, Ayata. Et cela ne nous concerne évidemment pas, Marouki. On parle de handball avec les sélections de moins de 18 et de moins de 20 ans qui ont débuté cette semaine. Leur préparation, une compétition internationale, l'IHF Trophy. Tout à fait. Cette compétition devait initialement se tenir à Fidji. Tahiti doit donc organiser la compétition d'ici la fin de l'année et préparer en parallèle ces jeunes équipes. Ça a commencé cette semaine. Vous l'avez dit, Ayata, le reportage tout de suite sur les images de Patrick Tsing Tsing.
Ils sont l'avenir du handball polynésien et c'est sur eux que mise la fédération tahitienne pour le prochain trophée de la Fédération internationale de handball, une compétition qui sera organisée à Tahiti au mois de novembre prochain. Mercredi, c'était le premier entraînement et les jeunes comme Keho, 16 ans, doivent établir des automatismes avec les autres joueurs. Chacun a ses capacités physiques, mentales. Les entraîneurs nous poussent à travailler tout, les réceptions, tous les passes et les tirs aussi. L'IHF Trophy regroupera des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie ou encore la Calédonie. Tout cela en moins de 18 et 20 ans, garçons et filles. Cette échéance a donc motivé la fédération locale à établir une feuille de route à moyen et long terme. Dans un premier temps, l'IHF Trophy de cette année, les intercomités en métropole l'année prochaine et bien sûr les Jeux du Pacifique de 2027 en espérant que le handball soit retenu enfin. Les jeunes pousses ont donc 9 mois pour se préparer à affronter les meilleures nations du Pacifique à domicile, qui plus est, une première dans l'histoire du handball local. Du handball, on passe au basketball marocain. On l'a vu hier soir, il y avait la Coupe de Tahiti. Mais ce que l'on sait moins, c'est que plus tôt dans la semaine, il y avait un stage d'arbitrage de basket. Pendant un match, quand le score est serré, que les nerfs sont à vif, ce sont souvent les arbitres qui sont visés. Et dans toutes les disciplines sportives au Fénois, c'est à ce poste que les fédérations ont le plus de difficultés à recruter. Au basket, cette semaine, il a donc fallu former pas seulement les nouveaux arbitres, mais aussi les anciens, car la Fédération internationale a imposé de nouvelles règles. L'appel est lancé car il y a bel et bien moyen de faire carrière dans l'arbitrage. C'est ce que nous dit Honoura Boné de la Fédération tahitienne de basketball. Aujourd'hui, nous avons répertorié une trentaine d'arbitres capables de pouvoir arbitrer des matchs. Malheureusement, ils ne sont pas tout le temps disponibles pour les formations. Nous avons une vingtaine de jeunes enfants donc qui comptent de 12, 13, 14 jusqu'à 17 ans qui sont intéressés. Et on veut partir avec ça parce que nous, on ne va pas arbitrer jusqu'à 60 ans. Il faut donner à un moment donné de la place. Et donc, nous sommes favorables à donner des formations à tout va. Donc, même les îles sont concernées. Donc, les Marquises, les Tuamotu, les îles sous le vent et Tupoué. Donc, toutes les archipels sont concernés par l'arbitrage. Parce qu'un match de basket ne peut pas se faire sans arbitre. Et aux Marquises, on connaît le nom de l'équipe de Uapau qui participera au prochain challenge de volleyball de Polynésie marocaine. Il s'agit des deux équipes de l'AS Paumaka qui ont réussi à décrocher le titre de Uapau au terme des deux phases, ce week-end et le week-end dernier. Et donc leur qualif face aux équipes de Teikamanu, de Hakuti, et de Pouaunui, de Hakahetau. Moeaiki Ohotaua, président du district de volleyball de Uapau, est notamment interrogé par notre confrère. Donc, en tout cas, ce match a eu lieu hier. Et nous restons aux Marquises à Hivaoa. Ce week-end, l'engouement était une fois de plus au rendez-vous autour d'une compétition de pétanque. Il y a eu plus de 100 participants, 32 doublettes hommes et 18 doublettes femmes pour le championnat de pétanque des Marquises. Des équipes de Tahuata sont venues à bord de bonitiers supplémentaires. 3 au total pour acheminer tous les concurrents. Rappelons que ce championnat déterminera les représentants des Marquises qui participeront aux épreuves sélectives prévues en mai à Tahiti en vue d'une possible participation au championnat du monde de pétanque. Et avant de refermer cette page sportive, on continue de parler sport dans les îles avec les clubs de Va'a qui se sont réunis hier à Raiatea. C'était le championnat de Va'a des Raromatei en vitesse pour désigner les participants au prochain championnat de Polynésie prévu les 10 et 11 avril à Taoné. Il y avait 91 participants à Uturoa en V1 pour une dizaine de clubs représentés de Ta'a, Bora Bora et bien sûr Huahine. Seuls les 12 meilleurs de chaque catégorie sont retenus pour les championnats de Polynésie. Ça a plutôt bien marché pour les femmes de Fetuna en V6 puisqu'elles auront droit à leur couloir en tant que vainqueurs des îles sous le vent. Teina Tanoa est une des 6 rameuses de Fetuna. Elle est au micro de Julien Vescovali. Déjà pour Bora, on doit déjà battre notre chrono. Et voilà, après, comme tout le monde, comme tous les clubs, ils veulent pouvoir améliorer, surtout des Raromatei. C'est la plupart,
on ne privilège pas trop ceux des Raromatais. Et là, cette année, on a ce privilège de pouvoir se réunir tous les Raromatais pour pouvoir participer au championnat du monde de cette année, quoi. Voilà, c'est donc sur du Va'a que l'on se quitte ce soir. Je vous souhaite une excellente semaine sportive, je l'espère. On vous la souhaite aussi, Marouké. Merci et à samedi. Ce dimanche sonne la fin des vacances scolaires. Demain, les enfants reprendront le chemin de l'école. Et peut-être que certains d'entre eux ont participé à des camps scouts. 200 sont membres du Conseil du scoutisme polynésien. Fondé en 1986, il sera bientôt affilié à la Fédération nationale. Et cela permettra ainsi à ses cadres d'être mieux formés. Lucille Guichet-Tirao, Heidi Enko. Apprenez-nous à être généreux. C'est un petit week-end campé à Aroué pour Céloufto et Jeannette, âgés de 8 à 11 ans. Avant de replier les tentes, les jeunes scouts participent au dernier jeu sur le thème d'Harry Potter. J'ai commencé à 7 ans, du coup ça fait 4 ans. C'est ma 4e année. Et ça te plaît ou pas? Ouais. Qu'est-ce qui te plaît? Pouvoir aller camper en pleine nature, voilà, faire de nouveaux amis, pouvoir profiter des paysages là où on est, en camp. De jouer, de s'amuser et d'avoir des amis. Moi, j'aime bien monter les tentes, même si c'est long. À l'organisation, des parents bénévoles qui organisent les activités des enfants, des jeux collectifs et un temps spirituel. Ici, les scouts sont catholiques, mais en Polynésie, ils rassemblent aussi les obédiences adventistes, protestantes ou même bouddhistes. Le réel objectif sur un camp scout comme ça, c'est effectivement d'apprendre à monter la tente, d'apprendre à monter un camp scout, et puis après de développer toute l'imagination, la créativité, bouger, être à l'aise dans son corps et pouvoir exploiter un petit peu toutes les possibilités qu'on a en tant qu'enfant, quoi. Le Conseil du scoutisme polynésien travaille à une reconnaissance pleine et entière par le scoutisme français. Des modifications de son statut qui permettront de signer une convention avec la Fédération nationale en février 2021. D'être affilié à la Fédération de scoutisme français, ça va nous apporter en fait deux piliers, celui de l'international, donc de pouvoir participer aux grands événements mondiaux du scoutisme, et aussi de pouvoir bénéficier de formations et d'être reconnu au niveau du pays. Le Conseil du scoutisme polynésien regroupe 3 associations et 200 jeunes scouts au total, mais d'autres groupements scouts existent et fonctionnent de façon autonome. Et enfin, notre rubrique nostalgique du dimanche est un reportage sur la construction de la mairie de Punaouia en janvier 1989. Dessiné par l'architecte Tricard, les travaux de construction de l'hôtel de ville ont duré un peu plus d'1 an avant qu'il ne soit inauguré en 1990. Emmanuel Drevron. Une vingtaine d'entreprises et environ 45 employés ont été mobilisés pour la réalisation de cette nouvelle mairie. En projet depuis 1987, ce centre administratif communal d'une superficie de 2200 mètres carrés en couverture était devenu une nécessité pour l'ensemble du conseil municipal. 2 raisons principales. La première, c'est que vous savez tous qu'il y a un projet du territoire de l'extension de la route des Plaines qui devrait démarrer en 89. D'après ce qu'ils ont dit. Puis la deuxième raison, et c'est surtout l'essentiel, c'est qu'il s'avère nécessaire que nous ayons des locaux administratifs fonctionnels. Tout aura été pensé, réfléchi pour que cet hôtel de ville soit le plus fonctionnel possible. Une disposition en croix devrait permettre une meilleure visualisation de tous les services. De plus, une cafétéria et un local pour la presse ont été prévus au sein même de la mairie. On envisage également la construction d'une annexe comportant un centre culturel et une bibliothèque. Un projet donc ambitieux pour une commune dont la population est en constante augmentation. Après la poussée démographique de notre population, qui est en 1983 de l'ordre de 13 000 et au dernier recensement de 15 765, je crois que les chiffres sont assez éloquents pour dire que la population a besoin de bureaux administratifs qui répondent à tout ce qui est nécessaire
Le coût de la mairie s'élève pour le moment à 570 millions de francs, une somme qui comprend l'acquisition d'un terrain de 23 000 m² pour 30 millions de francs. Les travaux ont débuté au milieu du mois de septembre 88 et malgré un retard de 3 semaines, tous les corps d'État devraient avoir terminé pour la fin du mois d'avril. Un beau cadeau donc pour le maire qui sortira vainqueur des élections municipales de mars 89. C'est la fin de ce journal. L'information principale du jour concerne les nuisances sonores. Les carbasses affectent la santé de ceux qui en sont victimes. Aujourd'hui, des habitants de la presqu'île n'en peuvent plus des carbasses qui envahissent le plateau de P'Ounouy le week-end. Une pétition circule pour en interdire l'accès. Les amateurs du gros son, eux, ont monté une association pour tenter de réguler ce phénomène. À suivre cette semaine, une actualité judiciaire. D'abord, l'ancien entraîneur de boxe de l'AS Auray sera jugé en appel. En 2018, l'homme avait été condamné à 20 ans de réclusion. Mardi, à Paris, se tient le concours de la meilleure vanille et du rhum le plus prestigieux des Outre-mer. Et enfin, jeudi est la date limite de dépôt des candidatures pour les élections municipales. À ce sujet, justement, la parole est donnée au candidat de Pape-Été cette semaine dans votre émission L'Invité Café. Michel Buyard, le maire sortant, est le premier invité de la matinale radio à 7h10. Vous pouvez poser vos questions en direct en appelant au 40 86 16 00 ou sur notre page Facebook Polynésie la première. Vos quotidiens demain, titre sur la route du Sud qui s'invite dans la campagne. Pour Tahiti Info et pour La Dépêche, elle a choisi également de consacrer sa une sur les nuisances sonores à P'Ounouy. Merci d'avoir suivi ce journal. À suivre sur Polynésie la première, un film franco-belge au témoin d'un doute. Prochain rendez-vous d'information demain matin en radio avec Ibrahim Ahmed Azi et Carlos Natua. Demain soir, Chiquita Darouzès et Théo Fatoupoua Ave présenteront vos journaux télévisés. Portez-vous bien, très belle semaine et bonne rentrée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.